Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Strasbourg pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Émission spéciale avec l'élection du président Macron. Va-t-on vers une relance du projet européen ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec nos invités. Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Vous êtes eurodéputé Europe Écologie Les Verts, ancien candidat à la présidentielle en France avant de rallier la candidature du socialiste Benoît Hamon. Merci d'être venu. À côté de vous, Franck Proust, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé français, élu sous les couleurs des Républicains. Vous êtes aussi le chef de la délégation française du PPE, le Parti populaire européen qui regroupe la droite et le Parti du centre ici au Parlement européen. Merci d'être venu. Face à vous, Andreas Schwab, bonjour. Vous êtes député européen, allemand et membre de la CDU, le parti d'Angela Merkel, un proche de la chancelière, me dit-on. Avant de débattre, retour sur ce premier déplacement du président français. Comme François Hollande, il y a 5 ans, Emmanuel Macron a réservé sa première visite de chef d'État à la chancelière allemande Angela Merkel, qui adoube le nouveau président français sur l'Europe. Elle a fait des gestes d'ouverture remarqués en direction du chef de l'État sur son projet de refondation de l'Europe en crise. Et elle n'exclut pas de changer les traités. On regarde et on réagit juste après. Il est arrivé sous le soleil et les flashs des photographes. Emmanuel Macron est accueilli comme une star à Berlin, où l'on voit en lui le sauveur de l'Europe. On fait de notre mieux, lance le nouveau chef de l'État. Chaque geste compte, le président français multiplie les attentions. Emmanuel Macron est le 4e chef d'État français avec lequel Angela Merkel va coopérer. Elle, qui est au pouvoir depuis 2005. Présentation très décontractée avec l'ambassadeur à Berlin, Philippe Etienne, devenu le Sherpa, le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Puis les acclamations des partisans de Pulse of Europe, le mouvement citoyen pro-européen né en Allemagne. Ensemble, ils écoutent les hymnes nationaux. Ensemble, ils passent les troupes en revue. C'est qu'ensemble, ils veulent écrire une nouvelle feuille de route pour l'Europe. La chancelière l'avait indiqué un peu plus tôt, elle ne veut pas accueillir le successeur de François Hollande en Madame je sais tout, et pas non plus dire non à toutes les propositions. Après 50 minutes d'entretien à huis clos, les deux dirigeants appellent à une nouvelle dynamique de la relation franco-allemande. Le couple franco-allemand, je le crois, a besoin de réimprimer beaucoup de pragmatisme et de volontarisme, de court terme, mais aussi de moyen terme, pour l'Union européenne et la zone euro. Et c'est dans cet esprit-là que nous allons travailler ensemble. Au-delà des gestes d'amitié, Angela Merkel a laissé entendre sur le fond que son pays était prêt à des évolutions des traités européens. C'est ce que souhaite aussi le président français. Du point de vue allemand, il est possible de changer les traités si cela fait sens. Nous avons besoin de renforcer la zone euro, pas seulement de manière intergouvernementale. En tant que composant de l'Europe, nous avons besoin de ces changements de traités. Le sujet des changements de traités fut un tabou français. En l'espèce, pour moi, il n'y en aura pas. Tous deux sont d'accord sur un point. Il faut d'abord que la France se réforme elle-même avant de demander des réformes pour l'Europe. Merci. Ce dernier conseil d'Angela Merkel, au début de toute chose, il y a un charme. Mais pour que le charme demeure, il faut des résultats à la clé, a tenu à rajouter la chancelière. Emmanuel Macron a 5 ans pour mettre cette maxime en pratique. Alors, une première réaction, messieurs. Premier déplacement, réussi ou pas réussi d'Emmanuel Macron, Yannick Jadot? Réussi, de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a eu le Brexit, le statu quo en Europe, c'est plus de Brexit, c'est la victoire des extrêmes droites, des nationalismes, et c'est la défiance des citoyens européens vis-à-vis de l'Europe. Évidemment, le couple franco-allemand, c'est pas avec Theresa May qu'on va refonder l'Europe, c'est pas avec Orbán, c'est pas avec Kaczynski, le vrai dirigeant polonais, et malheureusement, la situation politique en Italie et en Espagne ne leur permet pas d'être des acteurs puissants de cette refondation. Donc oui, aller vers un budget, vers l'investissement, vers plus et mieux d'Europe. Maintenant, il y a des parties qui restent floues sur cette première rencontre. Moi, j'ai entendu aussi
un Emmanuel Macron, un peu comme un François Hollande il y a 5 ans, dire on va d'abord faire chez nous, assumer cette discipline budgétaire qui a quand même tué l'investissement, rendu notre croissance atone et empêché un certain nombre de transformations vers la transition énergétique, le climat, vers plus de solidarité entre le Nord et le Sud. Le problème grec n'est toujours pas résolu. Donc, il y a aussi cette même démarche qui continue à dire faisons des réformes structurelles chez nous avant d'envisager de réformer l'Europe. Et pourtant, je crois qu'il y a des enjeux absolument essentiels et qu'on peut mettre en place rapidement. La BCE aujourd'hui sort 60 milliards d'euros par mois pour racheter de la dette publique qui alimente plutôt les banques et la finance que l'économie réelle. Mettons ça dans l'économie réelle. On n'a pas besoin de changer les traités là-dessus. Ça permet de faire de l'investissement. Et puis, un sujet qui est très fort. Emmanuel Macron, d'une certaine façon, est l'héritier en tant que président de la République de l'accord de Paris sur le climat. Madame Merkel va recevoir, au nom des Fidji, à Bonn, à la fin de l'année, la conférence sur le climat. Elle a toujours dit vouloir faire de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique un pilier important. Je crois que là, ça peut être un axe important et populaire de refondation de l'Europe, un grand projet de leadership européen sur le climat face aux climato-sceptiques Trump et Poutine, et puis surtout, ce qui avait été souvent discuté entre Hollande et Merkel, une communauté européenne de l'énergie, ce qu'a jamais voulu faire Hollande. Est-ce que Macron, avec Merkel, on va en parler, va Franck pouvoir Proust, le faire sur ce couple franco-allemand, c'est vital pour relancer le projet européen? C'est essentiel, même si cette première visite était quand même plus une visite protocolaire. Le but de cette visite, c'était d'annoncer la ligne directrice, le cap que souhaitait faire Emmanuel Macron. Mais comme le disait Yannick Jadot, on avait eu la même scène il y a 5 ans. J'ai le souvenir d'un président Hollande qui voulait réorienter l'Europe, qui avait annoncé des structures. Et le problème, c'est que ce n'est jamais arrivé. Et qu'aujourd'hui, nos partenaires allemands entendent que la France respecte ses engagements. Il faut redonner la confiance à nos partenaires. Ce qui explique, si vous voulez, qu'on est pour l'instant sur un catalogue de bonnes intentions, pour parodier une émission bien connue en France, des paroles et des actes. Andreas Schwab, comment on voit Emmanuel Macron outre-Rhin, en Allemagne? On a vu qu'il y avait beaucoup d'applaudissements lors du déplacement. C'est le sauveur de l'Europe? Bon, il nous a soulagé beaucoup, qu'il a eu une grande majorité. Mais je pense un moment clé pour moi dans la campagne, qui est un peu confirmé dans cette visite à Berlin, c'était le moment où il a dit vis-à-vis à des journalistes comme vous, quand on lui a demandé qu'est-ce que vous allez faire face à Mme Merkel, comme un adversaire, il a dit non, je ne serai pas face à elle, je serai avec elle. Et c'est ce qu'on veut faire en Europe, on veut faire des choses ensemble. Et pour moi, ça a été très positif que quelqu'un peut gagner en France ayant une parole d'amitié. Mais comme l'a déjà été dit par mes collègues, c'est vrai que ça donne des images très positives, très jolies, mais à la fin, c'est les actes qui compteront. Et donc on espère que la France reprendra, car c'est un point clé pour l'Europe, pour l'économie européenne, mais aussi pour l'économie allemande. Mieux va l'économie française, mieux va aussi l'économie allemande. Angela Merkel elle-même est en période électorale. Est-ce qu'elle est en situation pour négocier quoi que ce soit avec le président Macron pour l'instant? Madame Merkel est dans une position assez confortable, comme les dernières 3 élections ont été gagnées, je pense. Et en plus, pour l'Allemagne, c'est un point fondamental. L'Europe sans une France forte ne fonctionnera pas. Mais la France forte, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de l'extérieur, c'est quelque chose qu'il faut se faire en France. Et c'est pour ça qu'on croise les doigts pour le prochain gouvernement. Alors, les dossiers qui fâchent, les divergences entre Berlin et Paris, il y a le renforcement de la zone euro, ou encore comment bâtir une défense européenne. Mais priorité des priorités pour Emmanuel Macron, les travailleurs détachés, synonyme de dumping social. On regarde et on réagit juste après. C'est un sujet ultra sensible en Europe, beaucoup exploité pendant la campagne présidentielle. Le dumping social des travailleurs de l'Est, polonais, hongrois, roumains, conséquence de la directive européenne sur les travailleurs détachés. Là, Paris et Berlin sont d'accord et souhaitent encadrer le travail détaché. Cette directive permet à des entreprises de l'Union de faire travailler temporairement des salariés de pays membres, tout en payant les cotisations sociales dans le pays d'origine.
La France et l'Allemagne veulent désormais l'interdire en obligeant le travailleur détaché à toucher le même salaire que ses collègues nationaux. Pour l'instant, la refonte du texte suscite un bras de fer avec l'Europe de l'Est. Mis à part cela, les divergences entre Paris et Berlin sont nombreuses. En témoigne la une du grand hebdomadaire allemand Der Spiegel. Teurer Freund, cher ami, comprendre un ami qui pourrait coûter cher. Ce titre résume à la fois le soulagement mais aussi la crainte de Berlin depuis l'élection d'Emmanuel Macron. La crainte de devoir solliciter le contribuable allemand pour renforcer la zone euro. Emmanuel Macron propose de créer un budget spécifique aux 19 pays de l'Union monétaire, géré par un ministre des Finances et un parlement de la zone euro. L'Allemagne est plus réticente, encore traumatisée par la crise des dettes souveraines déclenchée par le naufrage de la Grèce. Le pays est en pleine campagne électorale et l'opinion publique refuse de payer pour les pays du Sud. Autre dossier délicat, comment bâtir une défense européenne pour faire face à la multiplication des menaces terroristes? Sur le principe, les deux sont d'accord, seulement Paris estime que Berlin ne contribue pas assez à l'effort militaire. Rien n'est bloqué, Emmanuel Macron et Angela Merkel sont prêts à s'entendre pour faire avancer l'Europe. Un premier conseil des ministres franco-allemand se tiendra début juillet pour aborder ces questions européennes. Alors, les travailleurs détachés, un sujet exploité par l'extrême droite pendant la campagne électorale. Est-ce que la réforme de la directive peut aboutir? Yannick Jadot. Il faut qu'elle aboutisse. Il faut déjà rappeler ce qu'est cette directive et à quoi elle sert. Elle sert à protéger les salariés dans un espace de mobilité. Ça veut dire qu'un salarié français qui va faire une mission pendant un mois dans un autre pays n'aura pas de rupture dans sa sécurité sociale, dans sa protection sociale. De la même façon, dans la logique de la directive, un travailleur roumain, polonais qui vient en France aura les meilleures conditions de travail, en tout cas les mêmes conditions de travail que les travailleurs français. Là où parce qu'il faut le rappeler, parce que la France envoie aussi beaucoup de travailleurs détachés. Bien sûr, on a beaucoup de travailleurs détachés. Là où il y a un problème, il y a deux types de problèmes. Un, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé, aujourd'hui, quand vous prenez dans le bâtiment un travailleur polonais qui va venir un mois, vous n'êtes pas obligé de le payer au même salaire qu'un travailleur français équivalent que vous recruteriez pour cette mission. Donc l'objectif de la réforme, c'est de passer effectivement d'un minimum de respect de la protection sociale dans le cadre français à la même rémunération pour le même travail. Et qu'à partir de là, on mettra en place une mobilité protégée des travailleurs européens. Le deuxième problème qu'on a à résoudre au niveau européen, c'est la surveillance et le contrôle. Le vrai problème qu'on a dans tous nos pays, c'est l'absence de contrôle, c'est les travailleurs détachés illégaux, c'est ceux qui sont exploités par une forme de crime du travail, des entreprises qui les maltraitent. Et ça, il va falloir remettre en place, et c'est ce qu'on défend nous, un corps d'inspecteurs du travail européen pour bien vérifier qu'un travailleur qui se déplace, à la fois va toucher le même salaire qu'un travailleur local qui aurait pu assumer, mais surtout qu'il ne soit pas exploité dans des conditions scandaleuses qui créent le dumping social. Franck Proust, la réforme sur les travailleurs détachés, elle est en cours d'examen au Parlement européen? Déjà, quand je lis que M. Macron veut engager la révision, on ne l'a pas attendu, la révision. Ma collègue Elisabeth Morin-Chartier travaille déjà depuis de nombreux mois, puisqu'effectivement, comme dit Yannick Jadot, ce n'est pas tellement la directive qui est remise en cause, c'est surtout l'application frauduleuse de la directive. Néanmoins, il reste des problèmes. Quand on parle salaire, je dirais même au-delà, c'est le problème du coût global. C'est la problématique des charges sociales. La rémunération, on va parler. L'harmonisation fiscale, c'est-à-dire, mais encore une fois, quand on parle du salaire et des charges, et on regarde un petit peu les pistes de travail, c'est que si, par exemple, un travailleur roumain paye ses charges
en France, bien sûr, c'est un devoir, mais il y aurait aussi des droits, ce qui pourrait poser problème. Je lisais un article ce matin où éventuellement un travailleur roumain qui travaille en France, mais en laissant ses enfants en Roumanie, pourrait toucher les allocations familiales françaises pour ses enfants restant en Roumanie. Donc, il faut faire très très attention. Mais le coût, la durée, la problématique des agences d'intérim, c'est-à-dire les emplois en cascade, sont des véritables problèmes. Et il y a le contrôle. Parce que le contrôle en France n'est pas le même que le contrôle en Roumanie ou en Pologne. Et si je prends la législation française, alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait déjà travaillé dans ce sens puisqu'il avait imposé une carte professionnelle, notamment sur les chantiers. Mais moi qui suis un élu local, qu'est-ce que je m'aperçois? Que c'est un bon nombre d'entreprises qui travaillent aujourd'hui le week-end, le soir très tard, voire même la nuit. Et les contrôleurs que nous avons en France, ils sont aux 35 heures. Ils ne parlent pas forcément toutes les langues. Donc aujourd'hui, ils sont plus aptes, il y en a de moins en moins, mais ils sont plus aptes à aller contrôler les entreprises qui sont, j'allais dire, en adéquation avec la légalité, que des entreprises qui détournent la réglementation même actuelle et qui utilisent des gens dans des conditions d'ailleurs déplorables, à la fois les week-ends et pendant les périodes de nuit. Andreas Schwab, en Allemagne, on est concerné par la concurrence déloyale, le dumping social du travail détaché? Bon, le dumping social, c'est une expression que je n'aime pas trop car ça n'a pas vraiment de sens. C'est des travailleurs qui aiment la mobilité quand ils viennent de l'Est et d'autres qui le voient de manière plus critique. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Frank Prost, car en fait, la faute n'est pas à Bruxelles, comme on dit souvent. La faute est que les administrations nationales ne sont pas capables à s'adapter aux enjeux européens. Et il faut changer ça en Allemagne et probablement aussi dans d'autres pays. Si on veut contrôler, on ne peut pas dire on fait ça à l'allemande, il faut faire ça à l'européenne. Et il faut s'adapter à un mode plus européen. Malheureusement, aussi l'administration allemande n'est pas vraiment arrivée à faire cela. Mais sur ce cas précis des travailleurs détachés, il y a quand même des pays de l'Est qui bloquent. Pour eux, c'est une entrave à la liberté de circulation des travailleurs. Non, mais le contrôle du travail, Franck Proust a tout à fait raison, ne peut pas être bloqué. C'est un devoir national. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé les bonnes pistes pour travailler sérieusement là-dedans. Et c'est ce qui fait problème en Allemagne, mais apparemment aussi chez nos voisins français. Est-ce que vous pensez qu'ils vont se laisser convaincre, les pays de l'Est, obliger les travailleurs détachés à toucher le même salaire que leurs collègues nationaux? Moi, je crois qu'il faut un pacte politique global aujourd'hui à l'échelle européenne. On n'arrivera pas à traiter sujet après sujet. Sur les travailleurs détachés, on aura beaucoup de mal avec les pays de l'Est si en même temps, comme je le disais tout à l'heure, on ne parle pas d'investissement pour relancer l'ensemble de l'économie européenne. On ne pose pas la question des fonds de cohésion. C'est le deuxième budget européen. 3% du PIB polonais, c'est la solidarité européenne. Donc, ils refusent aussi les réfugiés. Il y a la question de la politique européenne de défense. Donc, on a tous des sujets sur lesquels on a envie d'avancer. Faisons un vrai pacte, un vrai New Deal européen où on pose sur la table entre Européens la question de la politique européenne de défense, qui la finance, comment on gère nos frontières extérieures, la question de l'investissement et de la solidarité, notamment vis-à-vis de l'Europe du Sud, la question des travailleurs détachés et d'une Europe sociale qui peine terriblement à exister, et puis un beau projet de civilisation autour de la mobilité de nos jeunes et puis de la question environnementale. Un dernier mot, Franck Proust, sur le sujet. Non, il y a un effet conjoncturel, mais comme dans d'autres domaines, la défense ou la partie financière, c'est que les pays de l'Est commencent eux-mêmes à être concurrencés par... Oui, en Ukraine, en Moldavie, à l'extérieur, par le moins-disant social. Ils ressentent, vous savez, quand les pays sont touchés par un problème qu'ils ne connaissaient pas, ils sont plus enclins à être ouverts aux discussions. Vous parlez, la directive, donc travailleurs détachés, nouvelle mouture, elle va être votée quand début à la rentrée? Le calendrier a été légèrement repoussé puisque ça devait être l'été. Je pense, pour en avoir discuté avec ma collègue Elisabeth Morin, qu'il vaut mieux tabler sur une fin d'année 2010. D'accord. Plus tôt elle sera mise en œuvre, et mieux c'est. On passe à notre rubrique de fact-checking. Nous sommes confrontés avec la France à un problème particulier. Les Français dépensent trop d'argent par rapport à leurs dettes et ils dépensent au mauvais endroit. Qui a dit ça? C'est Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, demande à Emmanuel Macron de réduire la dépense publique. Alors, les Français dépensent trop, vrai ou faux? C'est Checkpoint, préparé par Thomas Mignon. L'éternel problème de la dette publique. À peine élu en France, Emmanuel Macron a été mis en garde par le président de la Commission européenne
Jean-Claude Juncker. Les Français dépensent trop d'argent. Les Français consacrent entre 53 et 57% de leur PIB à leur budget public. Compte tenu du niveau relativement élevé de la dette, cela ne peut pas fonctionner dans la durée. Ces chiffres sont-ils exacts? Si l'on regarde aux dépenses publiques françaises, on voit que dès 1991, les dépenses ont toujours dépassé la moitié de la richesse nationale produite en un an. Et on le voit, alors qu'en 2008, les dépenses représentaient un peu moins de 53% du PIB français, dès 2009, elles atteignaient 56% sans plus jamais redescendre sous ce palier. Et cette proportion a même dépassé les 57% en 2014. La fourchette citée par Jean-Claude Juncker est donc exacte. Mais cela signifie-t-il que la France dépense trop au vu de sa dette? Pour le savoir, il faut se reporter aux critères de convergence imposés par l'Union européenne dans la gestion des finances publiques. Un premier critère concerne le déficit. Il ne doit pas excéder 3% du PIB. Or, même s'il n'a fait que diminuer depuis 2009 et la crise financière, le déficit français était encore de 3,4% en 2016. Autrement dit, la France dépense effectivement trop par rapport à ses recettes, et seuls 3 autres États membres ne respectent pas ce critère. Seconde règle impose de ne pas dépasser une dette équivalente à 60% du PIB. Là aussi, la France échoue avec une dette à 96% de son PIB. Notons que les mauvais élèves sont dans ce cas-ci plus nombreux, 16 États membres dont la Belgique et bien sûr la Grèce. Bref, dire que la France dépense trop avec entre 53 et 57% de son PIB consacré à ses budgets publics, au vu des normes européennes, c'est vrai. Alors, messieurs, c'est quoi? Un coup de pression en direction de la France, hein? Il faut respecter les règles européennes selon lesquelles il faut... D'abord, il faut corriger ça. Ces critères-là n'ont pas été imposés par l'Europe, ils ont été décidés de manière démocratique, y inclut le gouvernement français. Donc, il faut, pour éviter des malentendus, dire ça. Deuxièmement, c'est clair que des problèmes... Les déficits publics ne doivent pas dépasser 3% du PIB. Ça n'a pas imposé, ça a été décidé, ensemble. Et deuxième point, je pense que c'est évident que chaque pays doit aussi régler les choses internes avec son gouvernement à soi-même. Et donc, c'est clair que les décisions qui peuvent amener la France sur une voie encore plus compétitive devront se faire en France. Et je vous rappelle, l'Allemagne, en l'an 2000, avec Schröder d'ailleurs, a été le dernier en Europe. Et avec des réformes, on a pu avancer assez rapidement en 15 ans. Est-ce que vous aviez respecté la France reprenne. Est-ce que Schröder avait respecté à ce moment-là les normes de déficit public? Parce que pour faire ces réformes, il a beaucoup dépensé pour investir dans son pays. Donc c'était à l'époque où l'Allemagne et la France, notamment, ne respectaient absolument pas les normes de déficit public. Vous confirmez? Je confirme ça. Très bien. Mais donc, s'il y a la volonté de réformer, il faut aussi un peu donner du souffle pour un pays qui est en difficulté. D'accord, donc investir. Donc dépenser un peu. Réformer, je dirais. Orthodoxie budgétaire et investissement, est-ce que c'est compatible? C'est le point essentiel. Mais le mot que vient de prononcer Yannick Jadot est essentiel aussi. C'est-à-dire que c'est l'investissement. Le problème de la France, quand on a une dette qui avoisine 100% du PIB, c'est qu'on croule sur nos dépenses de fonctionnement. Or, si on ne réduit pas le train de vie de l'État, on ne peut pas dégager des marges pour aller investir. Et l'investissement est nécessaire aujourd'hui parce que c'est la seule condition de réengendrer la croissance au niveau de nos entreprises et donc d'augmenter le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Aujourd'hui, on croule sur... on a les ratios les plus élevés du nombre de fonctionnaires par habitant. C'est la raison pour laquelle on a proposé, c'est une différence fondamentale entre les gens de gauche et nous, du nombre de fonctionnaires de 300 000 dans le programme des Républicains, parce qu'aujourd'hui, si on veut relancer l'économie française, on n'a pas 50 solutions. C'est comme dans un ménage. Quand on a des recettes qui diminuent, eh bien on doit diminuer nos dépenses pour essayer de se refaire de l'autofinancement et le réinjecter dans l'investissement. C'est fondamental pour la France. Yannick Jadot, vous me disiez tout à l'heure, on n'a rien compris quand on fait ces coups de pression. Non, que Juncker, qui a quand même été le patron du Luxembourg et qui a pillé nos finances publiques du fait de son dumping fiscal, vienne nous donner des leçons de bonne gestion de finances publiques, je trouve ça incroyable. Deuxièmement, il s'est tu pendant la campagne électorale française, il a bien fait, mais de nouveau, il envoie ce type de message dans un moment politique qui est profondément troublé. Pierre Moscovici a fait le même message, le commissaire. Dans notre pays, je trouve ça gênant. Troisièmement, si la France est aussi endettée au-delà des 60%, c'est parce que nous avons sauvé les banques d'une crise financière que ces banques ont générée. Donc il y a beaucoup d'argent public qui a été sauvé, un système financier qui avait été particulièrement perverse. Dernièrement,
Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce ne soit pas 53 à 57% le score du Front National à la prochaine élection présidentielle. Donc, pour ça, ce que demandent les Français, c'est aussi un service de santé, y compris dans les zones rurales. Ils demandent de la culture, ils demandent de la bonne éducation. Et donc, on a besoin d'un État qui soit probablement plus efficace, mais un État qui fournit des services publics où les Français se sentent moins abandonnés. Quatrième point et dernier point, je dirais, très rapidement. Si les Européens dépensent plus qu'ils ont, c'est ce qui permet à l'Allemagne de faire beaucoup d'excédents. Et que l'excédent allemand est tout aussi illégal que les chiffres que vous avez donnés au nom d'une règle libérale qui est totalement absurde dans le monde d'aujourd'hui. Donc il va falloir à un moment travailler ensemble parce que si tous les Européens, comme vous le demandez, consomment moins, c'est l'Allemagne qui produira moins et qui aura moins d'excédents. Donc aujourd'hui, il faut travailler à faire que l'économie européenne soit plus équilibrée, mais beaucoup plus dynamique avec les sujets de transition énergétique, de services publics et de transition numérique. Lâcher du lest sur l'orthodoxie budgétaire, ça permet d'éviter la montée des populismes de Marine Le Pen. Mais il faut faire attention pour ne pas donner des incitements pour les populismes. Je trouve, et je suis très positif que Yannick Jadot l'a dit, des investissements seuls ne résoudront pas le problème. Il faut aussi des réformes, il faut un État plus efficace et à faire ça, il faut aussi un cadre européen qui aide un pays en difficulté. Mais souvent, on entend, l'investissement, c'est tout et rien d'autre. Ça ne sauvera pas, de mon point de vue, un pays. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'être venus débattre avec nous. C'était très enrichissant. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin d'Europe Hebdo. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Hamady à Bruxelles. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires et la RTBF. Ciao, bye bye, bis bald. À bientôt.